Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui sont Gary Baudot, élu député pour l'une des circonscriptions de Delmar, et Yuri Latortue, élu sénateur de la République pour le département de l'Artibonite. Sénateur Yuri Latortue, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Radio Métropole. C'est un plaisir de nous retrouver à Radio Métropole pour l'émission Invité du jour après si longtemps d'absence. Pas si longtemps que ça. Alors qu'est-ce qu'il va dire lui, Gary Baudot? Gary Baudot qui vient pour la première fois. Et la dernière fois qu'il est passé à Métropole, c'était dans le cadre de... À ce moment-là, c'était l'invité du jour. Mais pas encore à cette émission baptisée Le Point. Bien, ça fait très longtemps. Très longtemps. À l'époque du mouvement de jeunesse et d'étudiants. Et vous étiez étudiant à l'époque. Ouais. Vous l'êtes encore? Non, quelle idée. Mon cher, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell. Donc, c'est une occasion pour nous d'être ici ce matin pour essayer de commenter l'actualité. Donc, c'est un réel plaisir, par exemple, de se retrouver avec un bon ami, le sénateur Latortue, avec lequel nous allons commenter l'actualité et essayer de comprendre ce qui se passe actuellement au pays. Et avec lequel vous allez bientôt légiférer aussi. Bon, définitivement. Donc, c'est un législateur d'expérience. Oui, mais il faudra quand même attendre le dernier mot, le mot du CEP, non? Bon, disons, il y a, par exemple, pour le sénateur, il est déjà élu, donc dès le premier tour. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas de contestation au niveau du BCEN. Donc, moi-même, je peux me proclamer haut et fort député de Delmar et sénateur. Je suis heureux de vous recevoir ce matin dans la circonscription de Delmar. Moi, j'ai toutes mes félicitations, Gary. C'est quelqu'un qui a eu à mener une longue lutte à travers sa vie estudiantine. Il est connu en 2004, où lorsque nous sommes retournés en Haïti, il était l'un des chefs de file et il a fait carrière et se retrouver maintenant au Parlement pour continuer et toujours cette même mission de servir l'État. Vous n'êtes pas en train de spéculer, monsieur, étant donné qu'il n'y a pas encore de résultat définitif. Et puis avec ce qui se passe là dans la rue, personne ne sait. On s'interroge sur l'avenir du processus électoral jusque-là. Bon, comme vous avez dit, moi je crois que les élections législatives ont montré qu'il y a une représentation mosaïque au Parlement. Donc c'est vrai qu'il y a certains problèmes qui sont posés au niveau du processus, surtout à Port-au-Prince. Mais Wendell, ça représente un rituel dans la vie politique haïtienne. Moi-même, j'étais élu sénateur en 2006, mais depuis 2000, je suivais la vie politique. Les élections de l'an 2000 étaient contestées avec la famille Lavalas au pouvoir. Les élections de 2008, législatives, contestées avec Unité au pouvoir qui avait un gouvernement de coalition. 2010, donc il y a toujours un problème. Et ce problème se présente, c'est parce qu'au niveau du système électoral que nous avons, c'est un système manuel. Et à chaque fois, il se présente des problèmes que certains dirigeants aujourd'hui qui sont dans l'opposition avaient promis, lorsqu'ils étaient au pouvoir, de venir avec le système électronique. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui on doit dire que, écoutez, eh bien voici, on va adopter le tabula rasa pour avoir de nouvelles élections avec ce même système. C'est comme on dit en créole, laver main sur la terre. Je crois qu'il y a des problèmes et que l'on doit s'asseoir pour essayer de diminuer ces problèmes, trouver un consensus, surtout au niveau des élections présidentielles, pour avoir un deuxième tour. Mais ce qui est important, c'est que ce soit les élections des collectivités, que ce soit les élections des législatifs, regardez à travers le pays dans les 145 communes, eh bien, on retrouve des candidats au niveau contentieux, mais on ne retrouve pas dans les rues. C'est-à-dire qu'il y a une certaine, je veux dire, acceptation de ces leaders qui sont élus, et aujourd'hui, il est obligatoire que le Parlement soit installé au deuxième lundi de janvier, oui, écoutez, et dans ce deuxième temps, de réaliser le deuxième tour. Le petit désaccord que j'aurais avec vous, c'est que les gens qui sont dans les rues, parlent d'annulation des élections du 9 août et du 25 octobre. Il faut voir aussi dans la rue, il y a aussi des candidats malheureux. Par exemple, les élections, c'est pratiquement un tout. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, le 9 août, il y a eu des élections en Haïti. Donc, après, il y a eu des compléments d'élections, par exemple, le 25 octobre, qui par exemple, qui également s'est coïncidé avec la présidentielle. Donc, moi, ce qu'il faut voir là maintenant, il faut essayer de
considérer d'une part les mauvais perdants. Donc, vous n'allez jamais trouver en Haïti, par exemple, un candidat perdant qui appelle le gagnant pour lui dire, bon, c'est vrai, vous avez gagné, etc. Je vous en félicite et autres. Donc, vous allez ça s'est passé à Jacmel. Je l'ai appris. Il y a un candidat malheureux. Dans le cas du sénateur Lambert, peut-être. Je ne sais pas si le sénateur Lambert. Bon, mais c'est exceptionnel. Je sais que. Oui, mais ça devait être la règle. Jacques Kaouli a. Oui, Jacques Kaouli l'a fait. Oui, il l'a fait. Bon, mais c'est l'exception. Ça devait être la règle. L'exception. Donc, moi-même, je pense qu'au niveau des élections législatives, il n'y a pas vraiment de protestation, si vous voulez, parce que là, présentement, disons que c'est un complément d'élection. Le processus, c'est pratiquement, on est à 80% du processus, dans la mesure où les élections des collectivités territoriales, si on tient compte, par exemple, pour les mairies, ouais, ces élections-là, se sont bien déroulées, etc. Ainsi, pour les législatives, mais il y a un malaise au niveau des présidentielles à partir de la décision du BCEN qu'il faut résoudre. Mais, Wendell, il faut aller au niveau du décret électoral pour savoir que les décisions du BCEN ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc là, maintenant, est-ce qu'on va essayer de s'asseoir et de trouver un modus operandi pour essayer de mettre sur pied une commission de garantie électorale afin de corriger le processus. Mais on ne peut pas demander d'annuler le processus. Bon, de quelle autorité? Les candidats qui sont dans les rues, ce sont des candidats malheureux qui ont eu, par exemple, 2000 votes au niveau national. Donc moi-même et le sénateur de la Tibonite, l'honorable Yuri Tortue a eu plus de 50 000 votes. Moi-même, à Delma, selon les procès-verbaux que j'ai, j'ai plus que 30 000 votes. Donc moi-même, je ne pense pas que des gens qui ont été aux élections, que le peuple a rejeté, ces gens-là peuvent prendre la parole en mon nom. J'ai bien compris votre approche, député, mais dites-vous bien que les gens qui sont dans la rue également, je veux parler des candidats que vous appelez des candidats malheureux, mais ils disent aussi qu'ils sont dans la rue au nom du peuple. Et c'est au nom de ce peuple, de ce même peuple qu'ils s'expriment, qu'ils demandent l'annulation des 2 élections, des 2 scrutins, 9 août, 25. Ils vont aussi jusqu'à demander le départ du CEP, la mise en place d'un gouvernement de transition, sénateur Latortue. Justement, Wendell, on va faire une certaine analyse. Et lorsqu'on regarde le problème en profondeur, surtout au niveau des élections, on voit qu'on a toujours raté ce conseil électoral permanent qui devrait être en place pour avoir un système électronique, réfléchir et mettre en place des élections régulières. Et vous savez très bien pourquoi il semble qu'on ne soit pas encore prêt pour accueillir un système électronique. Mais je pense qu'avec un conseil électoral permanent maintenant qui n'est pas là pour réaliser une élection, mais qui est là pour réfléchir, pour préparer des élections, on pouvait y arriver. Maintenant, la deuxième chose, un conseil constitutionnel qui devrait être là pour trancher des litiges. Maintenant, nous sommes à un moment où, au 2e lundi de janvier, on va avoir la 50e. Maintenant, ceux qui parlent de transition, c'est renvoyer tout ceci dans 3 ans. Parce qu'on ne peut pas avoir un conseil électoral permanent avec une transition. On ne peut pas avoir un conseil constitutionnel avec une transition. Et la meilleure façon maintenant de résoudre ces crises, parce qu'il n'y a pas de situation exceptionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ces crises, ce sont des situations régulières. Après chaque élection, il y a des problèmes dans les rues. Exactement. Pour résoudre ces problèmes, il faut des institutions permanentes, maintenant, qui sont là et dont leur mission, maintenant, c'est d'apporter solution. Maintenant, aujourd'hui, vous parlez de transition. Vous dites une transition pendant 3 ans. Maintenant, c'est dire que pendant ces 3 ans, vous allez avoir un nouveau conseil électoral provisoire, sans système électronique, avec le système manuel. Et le système manuel, normalement, c'est un système qui a ses faiblesses et qui présente des irrégularités. Pourquoi, Wendell? Parce qu'au niveau de ce système, il y a trop d'interventions. Vous allez voter, on compte le vote dans l'après-midi. On transfère le vote au BCEC. On transfère le vote au au BED. On transfère le vote au BEC. On transfère le vote au BED. On transfère au système de tabulation, maintenant qui envoie au Conseil. Il y a trop d'interventions humaines, alors que le système électronique, vous votez et ça va directement maintenant au comptage national. Mais ce sont toujours les partis politiques qui refusent ou encore qui contestent le système électronique. Justement, ces partis politiques au pouvoir n'adoptent pas le système électronique, tel Famille Lavalas en 2001, tel Unité en 2008. Maintenant, ils contestent le système lorsqu'ils sont dans l'opposition. Ils disent qu'il y a des irrégularités. Mais ils savent pertinemment,
avec le système manuel, il y aura des irrégularités. Maintenant, si vous les appelez fraude ou irrégularité dépendant de la politique que vous voulez adopter, eh bien, ça va causer l'erreur. Mais tous ces partis, pertinemment, savent que le système manuel présente des faiblesses. Maintenant, des élections acceptables. Oui, pourquoi? Parce que, en général, je viens de le dire, regardez la mosaïque parlementaire au niveau de tous les départements, de toutes les circonscriptions. Il n'y a pas un parti qui a la majorité. On retrouve des leaders avec des partis inconnus quelquefois, mais on vote la personne parce qu'il a fait un travail, il est connu, il est avec la population. Et moi j'ai toujours vécu avec Gary Bodo, je savais qu'il était de Delma, mais il y a eu une campagne eh bien, qu'il menait depuis longtemps et qui aujourd'hui l'a fait mériter de vote. Donc, ce vote qui a été un vote où des leaders ont été choisis parmi la population, c'est vrai, il y a les faiblesses. Et qu'il faut corriger du système, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que ce vote n'est pas un vote légitime pour ces leaders parce qu'il y a les faiblesses. Les faiblesses existent dans le système manuel. Ok, est-ce que, messieurs, vous êtes en train de blanchir ou encore de purifier le CEP qui aujourd'hui est accusé de 7 péchés capitaux? Non, moi, je pense qu'il faut essayer de voir le problème, de poser le problème, si vous voulez, à deux niveaux. D'abord, les conseillers électoraux n'interviennent pas dans la machine électorale. Par exemple, pour moi, qui était candidat, j'ai pu le constater. Les gens les plus importants au niveau du système, ce sont les membres de BV, les superviseurs électoraux. Ce sont ces gens-là qui interviennent dans la machine électorale, dans les bureaux de vote. Et c'est à partir des bureaux de vote où on peut effectivement enregistrer les irrégularités. Donc les irrégularités, les cas de fraude, etc., des mandataires qui votent à plusieurs reprises, des observateurs électoraux aussi qui votent à plusieurs reprises. Donc moi-même, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait poser le problème, parce que le conseiller électoral, lui, il ne fait qu'apprécier ce qui sort du bureau de vote. Donc c'est comme on dit en anglais, garbage in, garbage out. Donc ça veut dire, moi-même, je pense que le problème, il faut essayer de poser le problème à ce niveau-là, mais dans une autre élection. Donc, en ce qui a trait aux élections qui ont eu lieu récemment... Donc là je dois comprendre que, ok, si vous voulez accuser le CEP de quoi que ce soit, mais qui aurait rapport avec la présidentielle, ok, sans problème, mais qu'on vous laisse tranquille, vous... Non. Il ne faut pas poser le problème de cette manière, parce que nous sommes des démocrates. Nous ne sommes pas, si vous voulez, attachés, par exemple, à un mandat de député ou de sénateur. Monsieur Latortue, par exemple, c'est un combattant politique, c'est un chef de parti politique. Moi-même, également, je suis un dirigeant de parti politique, dirigeant de bouclier. Là, présentement, on est en train de travailler pour l'avènement de la démocratie en Haïti. Donc, ce qu'il faut au niveau des élections présidentielles, maintenant, c'est une commission de garantie électorale pour donner toutes les garanties à M. Jovenel Moïse et à M. Célestin pour essayer de corriger les erreurs qu'on a pu constater tout au long du processus. Vous allez dire quelque chose? J'allais ajouter quelque chose. Dans certains pays d'Amérique latine, tels le Salvador, le Nicaragua, il y a eu ces cas où on a eu des élections et que l'opposition s'est présentée en bande dispersée. Et lorsqu'on arrive au deuxième tour, eh bien, il y a des problèmes. La première chose que l'opposition se réalise, c'est de se mettre ensemble derrière un candidat. C'est la première chose. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme schéma? Un candidat de pouvoir, un candidat de l'opposition. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a, je veux dire, les deux partis sont représentés dans le pays. Maintenant, la première chose à faire pour justement avoir cette garantie au deuxième tour, c'est de renforcer l'opposition derrière un candidat. Deuxièmement, ouvrir le dialogue avec le CEP pour obtenir les garanties nécessaires à partir des faits que vous avez constatés pour pouvoir améliorer le système. Et la troisième chose, c'est de venir avec un programme pour dire, écoutez, nous avons eu des problèmes aux élections, nous allons venir avec le vote électronique. Nous allons renforcer les institutions et nous allons corriger ces problèmes. Pourquoi? Et ceci est arrivé au Salvador, au Nicaragua. Ils n'ont plus ces problèmes. Nous, depuis 2000, même avant. Oui, il y a eu ces problèmes. Et ces situations qui arrivent après les élections, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des situations exceptionnelles. Ce sont des situations régulières. Maintenant, l'opposition devait se dire, écoutez, j'ai été au pouvoir, je n'ai pas corrigé. Maintenant, j'arrive, je ne suis pas au pouvoir. On se met ensemble et on va corriger. Maintenant, dire que vous devez vérifier les votes. Maintenant, vérifier les votes peut amener
à 2 candidats de l'opposition, mais vous allez avoir les mêmes problèmes. Si vous avez 2 candidats de l'opposition, que ce soit Jude ou Moïse, ou bien Jude et Lavalas, la question va se présenter autrement, mais nous allons avoir des manifestations. Mais il y a 2 Moïse, lequel des 2? Oui, que ce soit Jovenel Moïse, alors que ce soit Moïse Jean-Charles ou Jude Célestin, on va avoir les mêmes problèmes. Et cette fois-ci, vous n'allez pas retrouver des gens en face du pouvoir, vous allez retrouver ces mêmes gens qui sont dans les rues, eh bien, les uns en face des autres, parce que le problème est beaucoup plus profond. Le problème se pose dans la non-acceptation maintenant quelquefois des votes. Le problème se pose dans le fait que, écoutez, je suis candidat aujourd'hui, mais je dois manifester après pour que je fasse partie d'un gouvernement de consensus. Le problème, c'est que je n'accepte pas la victoire, donc je prends un gouvernement de transition pour avoir un poste de ministre. Donc il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui dont on ne dit pas dans les rues. On se cache derrière la vérification, mais qui sont les problèmes beaucoup plus profonds. Bon, comme l'a ajouté mon collègue. Comment des candidats, moi j'ai entendu mon ami là, Mikanor, dans les rues, qui m'avait dit qu'il avait accepté les résultats. Et maintenant qu'il prend le tabula rasa. C'est un ami. Mais comment aujourd'hui prôner alors que vous avez accepté le fait que vous avez perdu ces élections devant le sénateur-sénatrice? Il n'est pas le seul, en tout cas. Et nous prenons pause dans le sénateur. Là, nous retournons, on a essayé d'aller plus en profondeur parce que nous n'avons pas dit, d'après moi, ce qu'on est au coup de tout dire là dans l'émission. Et puis, si possible, nous sommes capables de prendre 2 ou 3 auditeurs pour nous. Avec plaisir. Mais sans problème, il faut permettre à la population. Mais juste avant de nous prendre pause, je vais dire son mot. Faut-il souffrir pour demander au sénateur Latortue. Et nous avons des nouvelles sur les Lambert. Vous êtes au courant? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a comme vérité là-dedans? Non, vous savez, le sénateur Joseph Lambert, c'est mon ami. Est-ce que vous lui avez parlé? Oui, je lui ai parlé. Est-ce qu'il a confirmé la nouvelle? Oui, il y a un processus qui est en cours. Le sénateur Lambert a servi honnêtement au niveau électif et je crois qu'il peut servir au niveau nominatif. Et je crois qu'il y a un processus en cours pour sa nomination. Comme ministre conseiller, mais responsable du consulat de Santiago. Et Wenceslas Lambert? Il en est de même, mais pour un autre pays, dont j'ignore pour le moment. Alors, je sais qu'il y a un processus en cours, peut-être qui n'est pas encore achevé, mais il y a un processus, comme je l'ai dit, au niveau nominatif. Pour les 2 Lambert. C'est bon pour la diplomatie, il faut apporter un peu d'expérience. Merci, on va observer la pause. À moi de vous remercier. Suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Gary Baudot et Yuri Latortue, 2 élus des dernières élections. Exactement. Sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Gary Baudot et Yuri Latortue, députés élus et sénateurs élus, sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Un auditeur qui dit nous que nous faisons erreur. Nous allons parler de Didier Fils-Aimé. Didier était relais compétiteur. C'est vrai. Donc, pour dire que félicitations. Donc, cela dit que c'est des bagages qui ont été cultivés en Haïti. Nous croyons ça et nous pensons que le possible tout. Regardez ce qui s'est passé à Burkina Faso. Un pays où il y a eu 29 ans avec Blaise Compaoré, les élections ont eu lieu. On a voté l'ancien Premier ministre de Blaise. Et l'opposition, alors, qui s'était rassemblée justement contre monsieur Compaoré. Le candidat élu là, eh bien, ce qui s'est passé, ils ont appelé, ils ont félicité, et le calme revenu, maintenant ils se préparent pour la transition, maintenant pour le nouveau mandat. Et non seulement ça, oui, les perdants et les gagnants se sont retrouvés dans les rues. Ouais, pour fêter la démocratie. Pour fêter la démocratie. Écoutez, 30 ans en Haïti. 30 ans et après 86. Vous retrouvez, ils ont donné une autre leçon de démocratie. On a voulu à un certain moment imiter, vous dire, nous allons faire la même chose, il y a des manifestations, on a fait la même chose qui s'est passé à Burkina Faso, mais on devait faire la même chose après les élections. C'est-à-dire qu'arriver à avoir une capacité de s'entendre. Et au niveau des élections, on a dit ça, il y a eu des irrégularités. Mais on a accepté pour la démocratie. Dites-moi, messieurs, comment vous expliquez qu'il n'y a pas de partisans de Jovenel dans les rues? Bon, d'abord, il faut dire que M. Jovenel, c'est le candidat du pouvoir. Ça aurait été une erreur grave pour le pouvoir, par exemple, d'orchestrer
des mouvements de protestation. Donc ça dit il n'y a plus de mouvements spontanés en Haïti, il n'y a plus de manifestations spontanées. Il faut le calme dans les rues, il faut la sérénité. Par exemple, vous ne pouvez pas organiser des manifestations. Et vous savez, en Haïti, les manifestations souvent sont d'orientation violente. Donc, un pouvoir, par exemple, qui est là pour faire régner l'ordre public, pour garantir l'état de droit, ne saurait, par exemple, se trouver dans les rues pour manifester contre le Conseil électoral, d'ailleurs, qui est une institution étatique. Donc moi-même, je pense qu'il faut... pas contre, pour exprimer leur joie aussi, en tant que supporters, partisans et sympathisants de Jovenel. C'est une stratégie de leur part de ne pas sortir dans les rues, mais ce que j'ai pu constater récemment, dans le Nord, par exemple, et au Cap-Haïtien, il y a eu des gens qui sont... par exemple, sortis dans les rues pour accompagner Jovenel Moïse au gymnasium. Moi-même, je pense qu'il ne faut pas poser le problème à ce niveau. Mais c'est pareil pour vous aussi. On n'est pas sorti dans la rue pour saluer votre élection. Il faut seulement aller sur Facebook, voir mon inscription. Il y avait plusieurs milliers de jeunes qui étaient avec moi dans les rues, etc., pour pouvoir se rendre au niveau du Conseil électoral. Et de votre côté, sénateur, ça s'est passé comment chez vous dans l'Artibonite? On peut voir les choses autrement. Par exemple, dans l'Artibonite, 2 millions de personnes, 1/5 de la population. On a fait appel à des manifestations de l'opposition. Bon, au Gonaïve, environ une vingtaine de personnes, à Saint-Max, une cinquantaine de personnes. Ça veut dire que... Vous n'êtes pas en train d'exagérer, non? Non, je vous dis la vérité. Non, les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Et sûrement, il y a eu des reporters de Radio Métropole qui étaient là. Donc, ceci signifie qu'on n'a pas suivi ces appels. Et le département est très calme, 2 millions de personnes. Alors, c'est ce que peut-être avec souligné le député Bodo. Maintenant, vous avez 2 millions de personnes, vous avez des élections, vous avez des leaders qui sont élus. Et maintenant, vous retrouvez d'autres gens dans d'autres départements et qui disent que nous n'acceptons pas les élections. Alors que dans le département qui représente 1/5 de la population, vous avez des députés, vous avez des maires, vous avez des sénateurs qui sont élus. Et moi, je vais vous dire quelque chose. On était 2 candidats au niveau d'Haïti en Action. Mais il y a un autre sénateur qui a été élu, le docteur Cantave, on l'a appelé pour féliciter. Et le peuple a élu, donc on a accepté justement sa nomination. Alors ce qui arrive... Et à travers ce moment, c'est-à-dire que l'appel de l'opposition à manifester n'a pas réussi et le département, par ce signal, dit écoutez, nous avons élu maintenant et certains gens pour nous représenter. Nous attendons leur installation pour qu'ils continuent à travailler et nous attendons le reste du processus. Alors ce qui arrive, sénateurs et députés, c'est que l'opposition estime que le vote du peuple n'a pas été respecté. Non, mais il faut voir aussi, Wendell, l'opposition n'est pas homogène. Quand vous dites l'opposition... Non, je parle il y a une opposition plurielle là maintenant. Par exemple, les intérêts de Famille Lavalas ne coïncident pas avec les intérêts du groupe G8, par exemple. Moi-même, ce que je voudrais voir en Haïti, il faut profiter de la situation qui se présente là maintenant pour pouvoir mettre en place 2 grandes forces politiques pour aller s'affronter aux élections. Que ce soit l'OPL, Famille Lavalas, Unité et Nouveau Espoir, le parti du président René Préval. Donc c'est pratiquement la même tendance politique. Donc vérité également. Donc moi-même, ce qu'il faudrait faire là maintenant, il faut essayer, par exemple, des partis, après discussion, négociation, des partis comme AAA, et Bouclier, Kid, etc., des partis qui peut-être ont le même objectif, c'est-à-dire... De grands regroupements. Celui de stabiliser le pays, d'attirer des investissements. Ce qui sera un peu difficile. Dans l'économie. Par exemple, la famille Lavalas voudra toujours faire cavaler seul. Non, mais pourquoi? On est d'accord. Pourquoi? Il y a un problème. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui se pose, c'est le problème qui est posé actuellement, avec PHTK d'un côté et de l'autre... le groupe des 8, s'il arrive par exemple à se mettre ensemble pour affronter Jovenel, et de l'autre côté, finalement, il y a Lavalas. Non mais, laissez-moi vous dire, des élections. Et justement, Famille Lavalas sait que pertinemment, il ne peut pas gagner une élection seul. Parce que Famille Lavalas ne représente pas le pourcentage de 90, ni même jusqu'à 2000. Donc, je crois qu'aujourd'hui, dans une démocratie, il faut 50% plus 1. Donc il faut un regroupement de ces tendances, maintenant je vais dire de gauche, et puis de notre côté
le regroupement des autres tendances qui sont du centre-droit. Donc, je crois qu'il n'y a pas un parti aujourd'hui en Haïti qui peut rassembler 45% maintenant des électeurs. Il y a des partis qui peuvent rassembler 15%, 20%. Vous vous mettez ensemble et vous arrivez à avoir les deux grandes tendances. La première chose à réaliser pour qu'il n'y ait justement pas d'intervention étrangère, pas d'envoyé spécial qui vient nous dicter, c'est de réaliser maintenant ces regroupements. Et écoutez, de toute façon, chacun va se positionner. Et à partir de ce moment, vous gagnez les élections, très bien, vous gérez le pouvoir, vous perdez, et bien vous attendez, et maintenant que... Les 5 prochaines années. Donc vous voyez déjà, dans le groupe des 8, par exemple, cette possibilité de fusionnement de tendances et d'idéologies? Oui, c'est possible. La seule chose, par exemple... Excusez-moi, avec Jude Célestin, l'Organisation du Peuple en lutte... Rémi Haïti, et MAS, Mouvement Alternatif Socialiste. Oui, mais il y a aussi un autre groupe. Par exemple, la fusion ne fait pas partie du groupe des 8, non? Oui, la seule chose au niveau du groupe des 8, et je crois qu'ils doivent se surpasser, puisque moi-même, j'étais dans l'opposition au gouvernement Unité et l'OPL. Le sénateur Benoît se retrouvait à mon côté et à ce moment on avait des dossiers assez importants contre ce gouvernement. Maintenant, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble pour effacer le tableau? Mais je crois qu'à un certain moment, on doit avoir de regroupement. Ou est-ce que peut-être l'OPL ou bien le sénateur Benoît va se retrouver dépendant des positions passées par rapport à ce gouvernement? Je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait deux regroupements et qu'on arrive à prendre position. Moi, je vais vous dire, AAA ne va jamais se retrouver avec Famille Lavalas. Nous sommes deux partis ayant deux options différentes. Ceci est clair. Donc, moi, je ne vais pas me retrouver. Mais Famille Lavalas, c'est un parti démocratique. J'accepte d'aller aux élections avec. S'il gagne, il gagne. Si je gagne, eh bien, à partir de ce moment, AA se retrouve dans son regroupement. Mais il y a certains partis, on dirait, eh bien, qu'ils sont en train de flirter d'un côté à un autre, dépendant de ce qui est au pouvoir. Mais il y a aussi des alliances contre nature, sénateur. Oui, à savoir. Oui, il y a beaucoup d'alliances contre nature. Oui. Et c'est pour cela, nous sommes dit, écoutez, aujourd'hui, par exemple, si M. Célestin arrive au pouvoir, et automatiquement, nous sommes du côté de l'opposition. Parce que ce n'est pas notre tendance. Hein? Et je crois que ceci devait se faire de façon automatique. Mais il y a des partis qui arrivent à regarder, à se positionner, à s'adapter. Hein, dépendamment de la situation de la situation. Il faut qu'il y ait un certain ordonnancement de la vie politique en Haïti et un certain ordonnancement de la classe politique dans ce pays. Autre chose encore, Wendell, moi-même je pense qu'il faut faire preuve de responsabilité dans la mesure où il faut donner un brin de légitimité. Par exemple, il faut l'apporter au processus électoral dans la mesure où, quel que soit le président, par exemple, qui arrive au pouvoir le 7 février ou le 14 mai, il faut le dire, car le mandat du président est de 5 ans, ça peut arriver à M. Martelly de vouloir respecter, par exemple, la date mythique du 7 février, qui est une date symbolique dans l'annale de la démocratie en Haïti. Donc moi-même, je pense qu'il faut essayer à ce niveau-là, pour les partis, par exemple, de participer massivement aux élections, de regrouper les partis qui sont de même tendance. Par exemple, l'OPL qui avait déjà dit, par exemple, au effort qu'ils allaient, par exemple, supporter le candidat de la paix. Au lendemain des élections, j'ai entendu mon ami, le professeur Sauveur Étienne, dire qu'il se range aux côtés de Jude Célestin. Donc moi-même, je pense qu'il faut, au-delà des garanties qu'il faut donner aux partis politiques, il faut aussi donner des garanties à M. Jovenel Moïse. Ce n'est pas parce qu'il est le candidat du pouvoir, par exemple, qu'on peut violer ses droits. Non, mais ce qu'ils ont dit aussi, c'est qu'avec ce CEP, les autres candidats qui ne sont pas ceux du pouvoir n'ont aucune chance de remporter ce n'est pas vrai. Il faut regarder au niveau des mairies. Oui. Par exemple, Famille Lavalas a des maires élus, par exemple. Famille Lavalas a des maires élus, Petite Dessaline a des maires élus. Au même pour n'en pas là, vous êtes notre président. C'est président. Monsieur dit que avec Pierre-Louis Aupon, d'abord, on a demandé nos points de vue sur ça. Est-ce que jusqu'à présent, est-ce que nous sommes d'accord, Jean, M. Aupon a mené un bac électoral là? Mais nous nous dit qu'avec Michel Martelly, ou encore avec Pierre-Louis Aupon, Jude Célestin n'a pas aucune chance pour le gagner. Dans la négociation politique, il faut demander plus pour obtenir moins. Par exemple, quand le groupe des 8 demande
par exemple, de faire des élections générales dans le pays, ouais, le groupe des 8 sait pertinemment qu'il ne va pas y avoir des élections générales dans la mesure où, par exemple, les députés, les sénateurs... C'est vous qui le dites, Gary Bodo. Ça ne peut pas arriver. L'hypothèse de la négociation. Il demande plus pour avoir moins. Oui. Parce que là, présentement, il faut des négociations et de vraies négociations politiques parce que là, il faut de l'argent à M. Célestin pour aller aux élections. Ouais, les élections ne sont plus ce qu'elles étaient en 1990. Il ne suffit pas, par exemple, d'aller dans les quartiers au mois de décembre pour dire votez-moi et vous allez trouver des votes. Il faut donner des cadeaux. Il faut essayer de travailler avec les têtes de pont, les organisations de base. Est-ce que nous sommes aujourd'hui 4 décembre. En principe... On peut avancer les élections d'une semaine s'il y a un accord politique. Il y a plusieurs problèmes aussi au niveau de l'opposition. Regardez, Famille Laval a se dit vainqueur des élections. Moïse. Et vous avez Jude qui est en deuxième tour. Donc il y a plusieurs tendances maintenant au niveau des élections. La deuxième chose également, maintenant, est-ce qu'à aucun moment on peut espérer une fusion au niveau de l'opposition pour supporter un candidat? Ça va être très difficile. Très difficile. Donc, il y a des problèmes internes. Justement, on se parlait tout à l'heure et on disait qu'il y a beaucoup de non-dits. Et ces non-dits doivent être éclaircis. Oui. Puisque si... Je dis à nous, nos systèmes politiques. Et système politique, ça, les viciés à la base, ils ne peuvent pas marcher. Les viciés à la base du fait que l'opposition ne peut pas se réunir. Et la meilleure chose maintenant dans une élection... Alors l'opposition ne peut pas se réunir, mais le groupe des 8 arrive à se réunir. Et est-ce que le groupe des 8, maintenant, peut dire clairement nous allons supporter Jude Célestin? Jusqu'à présent, non. Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit ça. Ouais. Est-ce que le groupe des 8 peut dire... Est-ce que le groupe pouvait le dire, à votre avis? Justement parce qu'il y a beaucoup de dissensions internes, il y a beaucoup de non-dits. Maintenant, la deuxième chose, est-ce que le groupe des 8 peut se réunir pour dire voici les corrections à apporter au niveau des élections? Ils ne vont pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas les élections, qui préfèrent la transition, parce qu'au moment de la transition, c'est un espace libre pour que maintenant les partis puissent rentrer au gouvernement sans des élections crédibles. Et ils ne voient pas que pendant cette transition, il n'y a aucun d'entre eux qui aura une légitimité. Et chaque 3 mois, on peut renverser le gouvernement. Maintenant, répondez à cette question. Admettons que vous avez un gouvernement de transition. Et puis l'Antibonite, et il se lève, il y a des manifestations. On dit à 3 mois, on n'accepte pas le Premier ministre. Et quelle référence constitutionnelle qu'on va avoir maintenant pour maintenir ce gouvernement en place? Non, mais écoutez, dans l'éventualité de la mise en place d'un gouvernement de transition, qui sera président provisoire? La guerre de Troie n'aura pas lieu. On ne peut même pas parler de ça. Quelle référence que nous avons pour un gouvernement de transition? La référence constitutionnelle qui dit, en cas d'empêchement du président, le président, maintenant, pas le président de l'Assemblée, dans la dernière année, prend le pouvoir et organise des élections pendant une période de 3 mois. C'est la seule référence constitutionnelle que nous avons. Président Dera, alors, non? Non, pas le président Dera. Non, mais dites-nous. Et le président de la Grandance, André Séché? Non. Ça, c'est l'ancienne constitution. C'est la constitution amendée ou bien? Le Parlement est dysfonctionnel. À partir du 2e lundi de janvier, on aura un Parlement. Même maintenant, pour le moment, le Parlement est dysfonctionnel. À quel moment on pense au Premier ministre qui pourrait donc succéder au président de la République? Pendant les 4 premières années. Pendant les 4 premières années du mandat. Si le président arrive à être empêché? Si le président arrive à être empêché, mais la dernière année est réservée au président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, donc c'est au président de l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, il n'y a pas de Parlement, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, il faut les députés, les sénateurs. Des députés et des sénateurs. Oui, mais maintenant, dans la tête ou encore dans l'esprit des opposants, à qui pense-t-il pour remplacer Michel Martelly? Bon, écoutez, ils peuvent inventer beaucoup de choses. Nous sommes dans un état de droit, une démocratie où nous parlons des références constitutionnelles. Ils peuvent dire les juntes et les collectifs comme on a eu en 57-58 avant l'occupation américaine, de collectifs, tout ça. Mais qui détient le pouvoir de décision en pareille circonstance? Qui peut dire, je désigne qui? Je désigne un tel comme successeur de M. Martelly? Mais il faut voir par exemple, pendant les 4 premières années, on parle du Premier ministre. Maintenant, le président est empêché, le Premier ministre se présente devant la Chambre pour expliquer l'empêchement et immédiatement, en fonction de la Constitution, il est investi du pouvoir présidentiel pour avoir les élections pendant les 90 jours. Maintenant, la dernière année, l'Assemblée nationale constate l'empêchement
Et le président de l'Assemblée nationale, immédiatement, il est investi de ses pouvoirs par l'Assemblée, maintenant pour organiser les élections. Dans les deux cas, il n'y a pas de mécanismes légaux qui pourraient, par exemple, accoucher une transition. Et maintenant? Non, moi, écoutez, la seule référence pour moi, ce sont des envolées politiques. C'est d'aller aux élections. Donc, ce sont des positions normalement, politiques. la transition que nous avons maintenant, c'est une transition démocratique où les élections doivent avoir lieu pour avoir un autre président, un autre gouvernement et un autre parlement. Mettez-vous, messieurs, à la place des opposants. Bon, si j'étais, par exemple, membre de l'opposition... Non, pas si vous étiez. Mettez-vous. Je ne suis pas de l'opposition. Ouais, je ne suis pas de l'opposition. Mais si je l'étais, ce que j'aurais fait, c'est d'abord essayer de trouver une sorte d'harmonisation au niveau des différentes positions qui sont exprimées à travers la presse et essayer de bâtir une grande coalition avec des organisations de la société civile et des partis politiques pour aller affronter le candidat du pouvoir au second tour. Et la deuxième chose, c'est avoir des garanties pour organiser le deuxième tour. Et c'est la raison pour laquelle je demande la commission de garantie électorale, par exemple, avec un représentant de Jude Célestin, un représentant de PHTK, un représentant des organismes des droits humains, un représentant de la presse, un représentant aussi des organismes d'observation au niveau international pour essayer de donner plus de crédibilité et d'apporter plus de transparence au niveau du processus électoral. Donc, c'est ce qu'il faut faire là maintenant. Mais on ne peut pas demander, par exemple, de se rendre au centre de tabulation et de recommencer le processus. Donc, mais qu'est-ce qui empêche de le faire? Bon, c'est pratiquement qui empêche politique. Le centre de tabulation, nous avons un décret électoral qui dit voilà comment, voici les instances qui décident. Le grand problème, vous pouvez vous rendre devant un tribunal, mais la décision du tribunal, en général, en démocratie, écoutez, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de recours et lorsque le tribunal décide, vous avez un seul recours. Aller dans un tribunal supérieur, là où il y a le double degré de juridiction. Mais si c'est le tribunal supérieur qui décide, vous vous courbez. C'est ce qui est arrivé entre Gore et Bush. Tout le monde savait pertinemment que les votes qui étaient alloués en Floride, c'était les votes de Gore. Mais la Cour de cassation avait tranché et le président Bush avait prêté serment. Alors qu'il y avait 3000 votes, on savait pertinemment que ces votes, c'était les votes de Gore. Dans le cas qui nous concerne, est-ce que vous pensez qu'on peut se référer à la Cour de cassation? Non, mais ce n'est pas la Cour de cassation. C'est pas la Cour de cassation, c'est le BCEN qui est dans l'ordre de juridiction électorale. C'est le BCEN qui décide en dernier recours. Mais le BCEN est pratiquement contesté aussi par l'opposition. Non, mais l'opposition doit savoir que lorsqu'il y a un tribunal, on accepte la décision du tribunal. Maintenant, si vous êtes en dernier recours, et si vous êtes un parti politique, vous pouvez, à un certain moment où vous êtes au pouvoir, décider qu'au niveau de l'ordre de juridiction électorale, ce ne sera plus le BCEN, ce sera la Cour de cassation. En 2005, on avait réalisé. Mais en attendant, il faudrait un autre décret électoral. Il faudra un autre décret pour, comme au niveau de l'ordre de juridiction administrative, ce n'est pas la Cour supérieure des comptes qui décide en dernier recours, on renvoie à la Cour de cassation, on peut le faire au niveau de la juridiction électorale. Mais ceci doit faire partie d'un nouveau décret et au niveau de la démocratie, les décisions des tribunaux, ce sont des décisions lorsqu'ils acquièrent autorité, de la chose souverainement jugée, on ne peut plus les mettre en doute. C'est un principe démocratique. Non seulement c'est un principe démocratique, mais il faut voir aussi, oui, par exemple, le parti Famille Lavalas a épuisé tous ses recours. Ils ont été au BCED qui avait décidé, qui avait dit par exemple qu'il était incompétent, donc ils sont allés en appel. Famille Lavalas n'était pas satisfait de la décision du BCED. Ils sont arrivés en appel. Donc là, lorsque vous êtes en appel et le BCEN, les décisions du BCEN ne sont susceptibles d'aucun recours, là, présentement, si vous êtes un parti politique responsable, il faut respecter les décisions des institutions. Non, donc, même les avocats, qui étaient les avocats des partis, mais les avocats savent pertinemment que la décision du BCEN, c'est une décision qui n'a pas de recours. Là, présentement, ce n'est pas une bataille juridique, c'est pratiquement une bataille de positionnement politique pour essayer d'aller, de discuter pour trouver des solutions. On va finir avec l'émission. Un dernier point que je voudrais rapidement voir avec vous. Yuri Latortue, vous étiez déjà sénateur et vous venez d'être élu. Avez-vous identifié quelques points que vous classerez dans votre agenda comme priorité à résoudre une fois élu, une fois assermenté, installé au Parlement? Le premier point prioritaire, c'est la mise sur pied des institutions démocratiques
qui causent problème justement et qui sont à la base de ces crises. Le Conseil électoral permanent et le Conseil constitutionnel. Le Conseil électoral permanent, c'est une institution qui justement est placée pour pouvoir programmer, planifier les élections, regarder ce qui s'est passé et apporter les corrections nécessaires. Donc vous n'étiez pas rendu compte de l'importance d'une telle structure quand vous étiez en fonction? Justement, on avait, au niveau du gouvernement et Préval 2006-2010, on avait justement lancé l'idée. Mais le président Préval, justement, avait choisi à ce moment, et il avait cette majorité au Parlement, de mettre sur pied le Conseil électoral provisoire avec l'aide de tous les partis. L'OPL, Fusion, de mettre sur pied après les élections de 2006, on avait remplacé par un Conseil électoral provisoire alors que c'était le moment. La deuxième chose, pendant le gouvernement, je crois, Martelly, lorsqu'on était comme conseiller, on a essayé de mettre sur pied, mais malheureusement, on avait 20 sénateurs. Je crois que c'est le moment idéal de mettre sur pied ce Conseil électoral permanent. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel. Parce que tous les litiges entre l'exécutif et le législatif sont réglés par le Conseil constitutionnel. Tous les litiges créés même à partir des élections, tous les litiges créés même à partir du vote de certaines lois sont réglés par le Conseil constitutionnel. Je crois qu'au lieu de faire appel à l'étranger, ces deux institutions sont prioritaires pour l'Assemblée nationale. Gary Bodo, vous avez identifié définitivement, pour enchérir par exemple, dans le sens de l'honorable sénateur également, il faut essayer à un autre niveau de poser le problème. Bon, c'est vrai, par exemple, il faut mettre en place des institutions, mais il faut stimuler ou encourager la participation au niveau des élections parce que la démocratie est en danger présentement. Ouais, dans certaines circonscriptions... Les opposants le disent aussi. Hein. Non, la démocratie est en danger, le niveau de participation est à son plus bas niveau. Donc maintenant, il faut que voter soit obligatoire dans ce pays. Donc, les opposants disent aussi que la démocratie est en danger. C'est le vote obligatoire pour, par exemple, demander à Wendell d'aller voter. Et ça, c'est pratiquement, ça va être inscrit dans son carnet de vote. Quand vous êtes arrivé à la DGI, si vous avez été voté, quand vous allez payer vos taxes. Donc, vous avez une déduction. Là, on est en train de travailler on est un groupe de 66 députés qui essaient, par exemple, de sauver la démocratie. D'abord, il faut mettre en place les institutions et dans un second temps, il faut encourager la participation parce qu'il est inconcevable, par exemple, pour une population de 600 000 habitants, par exemple, dans certaines circonscriptions, il n'y a que 2000 personnes qui arrivent au centre de vote pour élire un député. Donc, merci Gary. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que vous pouvez en quelques mots exprimer vos attentes par rapport à l'arrivée prochaine de Kenneth Martin en Haïti? Écoutez, moi je crois, je l'ai dit tout à l'heure, on devrait s'entendre pour ne pas avoir une intervention d'un envoyé spécial. Et s'entendre devrait se réaliser au niveau de l'opposition et s'asseoir pour avoir des garanties pour aller au deuxième tour. Maintenant, si cette entente ne se réalise pas, eh bien, vous allez avoir quelqu'un qui va imposer ses vues. Et au moment où nous sommes, je crois que, lorsqu'on n'a pas d'entente, je crois que les interventions, soit d'un envoyé spécial ou bien de l'ambassadeur, auront leur pesant d'or. Donc, en ce sens, moi, jusqu'à présent, avant même d'arriver, je prône une entente, c'est-à-dire l'opposition qui se regroupe et qui s'assoit avec les commissions pour avoir les garanties pour aller au deuxième tour. Oui. Non, moi-même, je pense que M. Martin était déjà ambassadeur en Haïti, donc c'est un grand ami d'Haïti. Donc moi-même, je pense que peut-être son arrivée pourrait stimuler les choses, pas comme donneur de leçons, mais comme facilitateur, par exemple, les différents acteurs qui sont, par exemple, sur l'échiquier politique actuellement. Bon, M. Martin a eu à travailler avec ces acteurs-là. Donc, ce serait un plaisir pour lui de retrouver, par exemple, des leaders politiques de l'opposition ou ceux du pouvoir avec lesquels ils avaient déjà travaillé pour essayer de trouver une solution. Mais à aucun moment de la durée, en tant que député, et bientôt je serai au Parlement, et comme vous savez, le Parlement, c'est pratiquement co-dépositaire de la souveraineté et populaire. Donc moi-même, je pense que M. Martin est un grand ami d'Haïti. Peut-être son arrivée va faciliter les choses, contrairement à sénateur Latour qui pense
comme militaire, l'intervention étrangère n'est jamais trop bien vue. Moi-même, je pense que M. Martin est un ami d'Haïti. Je prône amplement son arrivée, pas pour nous donner des ordres, pas pour nous passer des ordres, mais moi-même, je pense qu'il peut essayer de faciliter les choses. Par exemple, il y a des acteurs qui vous disent je ne vais pas m'asseoir avec le président Martelly ou je ne vais pas m'asseoir avec la commission formée par le Premier ministre et les conseillers du président de la République. Là, présentement, autour d'une table, je pense qu'on peut arriver à des solutions pérennes pour essayer de sauver le processus et d'aller vers des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. En tout cas, M. Ce sont des solutions conjoncturelles. Parce qu'il y a toujours des étrangers qui sont venus, qui essaient de résoudre des problèmes après les élections et les problèmes se représentent après 4 ans. Donc et c'est pour cela, je suis d'accord qu'il peut jouer le rôle de facilitateur, mais la vraie solution réside dans une attente nationale pour que nous n'ayons pas ces situations régulières de crise après les élections. Et ceci se réalisera dans l'effort de l'opposition pour se consolider et dans la structuration également du processus électoral, qui n'est pas un processus manuel, mais un processus électronique. En peu de mots, on dira que la solution des problèmes doit être haïtienne. Monsieur, merci infiniment. Alors rapidement, je peux vous dire que M. Martin allait être là ce matin, à votre place. Oui. Bon, je ne sais pas à l'avenir si l'aura à venir. Donc vous l'avez remplacé aujourd'hui à la rubrique Le Point de Métropole. Sénateur La Tortue, député Gary Bodo, merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Et les auditeurs et téléspectateurs de Métropole se font rapidement une idée de votre position et de celle de M. La Tortue. Bon, merci Wendell. Donc on va se retrouver assez souvent. Oui, Radio Télé Métropole. Surtout Métropole et Adelma. Essayer de poser les vrais problèmes de ce pays et d'arriver d'apporter, si vous voulez, des solutions pérennes pour améliorer les conditions de vie de cette population qui souffre amplement et surtout de cette crise politique chronique qu'on n'arrive pas à juguler. Et ceci depuis des siècles. Et même si vous êtes à Delma, l'Antibonite se retrouve toujours à Métropole. À Métropole. On continuera. On continuera. Merci, monsieur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Gary Bodo et Yuri La Tortue étaient nos invités. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout un très bon week-end avec Métropole et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.